Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci au CITEM d'avoir souhaité notre présence pour animer la table ronde qu'on va vous présenter maintenant, à savoir un partage d'expériences sur le sujet de l'accessibilité à l'œuvre, à la culture d'une manière générale. À cet effet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Stéphanie Xessé, directrice générale Action Handicap France, et Thierry Renaudin, secrétaire général de la maison Victor Hugo à Paris. Alors, on va peut-être faire quand même une mise au point législative assez rapidement. Comme vous le savez certainement, il y a la loi du 11 février 2005, dite loi d'égalité des droits et des chances, de la participation. J'insiste toujours avec gourmandise sur le mot participation, parce que c'est souvent ce mot-là qui a le plus de problèmes pour s'incarner au concret. Et donc, évidemment, je termine la loi et de la citoyenneté pour les personnes handicapées. Cette loi s'inscrit également dans une ambition européenne, car la France dit personnes handicapées, l'Europe dit personnes en situation de handicap, ce qui veut dire qu'une personne avec une problématique de santé ou de handicap, un manque, une perte ou une absence d'autonomie, dans un environnement qui n'a pas intégré ces nécessités et donc voit évidemment qu'elles sont insatisfaites, alors cette personne est dans une situation de handicap. Et puis, il y a évidemment la Convention de l'ONU qui rappelle que même les personnes en situation de handicap doivent pouvoir jouir de tous les droits humains, tels que le droit à l'égalité et à la non-discrimination, mais surtout le droit à l'accessibilité. En quelques mots, accessibilité, je vous la résume quand même parce que souvent on a beaucoup pensé aux personnes à mobilité réduite. Évidemment, le pictogramme est très présent, même sur les emplacements de stationnement, mais aussi sur les portes des toilettes, comme si les personnes déficientes visuelles allaient regarder spécifiquement le picto. Et force est de constater que, évidemment, on va un peu plus loin que ça. En effet, une chose qui n'est jamais appréciée ou pas pleinement comprise, c'est que tout bâtiment ou aménagement permettant dans des conditions normales de fonctionnement à des personnes handicapées avec la plus grande autonomie, rappelons-le, possible de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu, voire en raison desquelles les personnes se déplacent et viennent. Car trop souvent, on a limité l'accessibilité à la seule entrée dans le lieu et éventuellement les sanitaires. Au-delà, c'est plus compliqué. Et puis nous avons bien sûr une chose qui apparaît désormais et qui commence à se généraliser, on ne peut que s'en réjouir, qui est que plutôt de mettre des rustines d'accessibilité sur une action, autant la penser accessible avant de la mettre en œuvre. C'est ce qu'on appelle la conception universelle, qui veut que désormais on puisse se pencher sur tous les utilisateurs qui vont se servir de ce que l'on propose pour faire en sorte d'entrevoir tous les besoins qu'il y aura à satisfaire, car je le rappelle, on parle souvent de public ceci, public cela. Non, il n'y a qu'un seul public, il n'y a qu'une seule société, il n'y a qu'une seule population. Nous avons en revanche des personnes qui la composent, qui se distinguent par leur personnalité, leur caractère, leurs besoins et évidemment le handicap ou un besoin d'adaptation plus globalement. Voilà en gros ce que je voulais vous rappeler. On estime à 12 millions de Français concernés. Pour autant, quand on sait que le chiffre augmente de 7,6% par an et que l'on sait que ce chiffre de 12 millions date un peu, on peut se dire que le chiffre a grossi quand même. 80% des handicaps sont invisibles et 15% seulement le sont de naissance, ce qui veut dire que la grande majorité l'acquiert après 16 ans et plus encore après 40-45 ans. Donc ce qui veut dire des personnes qui sont déjà des usagers, déjà des visiteurs, déjà des spectateurs et qui de fait ont une culture et qui de fait se voient deux fois sanctionnés, puisque quand cette culture qu'ils ont tant chérie, tant rejointe, se voit inadaptée à leurs besoins, ils sont deux fois impactés par ce que la vie leur a donné. Alors Thierry, je me tourne vers vous. Très rapidement peut-être la maison Victor Hugo, puis après on va regarder un petit film, parce que comme ça on va voir ce que vous avez fait, et puis surtout vous allez nous dire comment vous l'avez fait. Alors la maison Victor Hugo, vous nous la présentez ?
Oui, bonjour à tous. Alors, en fait, la maison de Victor Hugo, ce sont deux maisons de Victor Hugo, puisque la maison principale se trouve aussi place des Vosges, dans le 4e arrondissement, hein, sur une des plus belles places de Paris, à savoir la place des Vosges. Et la seconde maison, qui est la maison d'exil de Victor Hugo, à Guernesey, qui s'appelle Hauteville House. Le musée accueille aux alentours de plus de 220 000 visiteurs en 2021, ce qui est énorme. Et nous sommes à peu près 35 agents sur place, et le directeur conservateur général est monsieur Gérard Audinet. Voilà, brièvement. Merci Thierry. Peut-être pouvons-nous regarder ce petit clip réalisé qui est éloquent. Bravo. Merci. Avant de vous demander, Thierry, comment vous avez fait, même si nous en avons quelques réponses, je tiens quand même à rappeler que les personnes en situation de handicap auditif, c'est 22,6%. Que les personnes en situation de handicap visuel, c'est 5,5%. 9,7% pour les personnes handicapées psychiques, et pour les personnes handicapées cognitives, c'est plus de 37%, quand seulement c'est 5% pour les personnes qui se déplacent exclusivement en fauteuil roulant. Donc voilà, je pense que c'est important qu'en termes d'accessibilité, on remette les choses à leur place pour faire en sorte que quand on voit ce que vous avez fait, on voit bien que vous êtes beaucoup plus sur les problématiques, j'allais dire, d'accès sensoriel et intellectuel, mais pas forcément physique, puisque, j'allais dire, un ascenseur a apporté beaucoup de réponses. Et donc, on est bien sur le sujet d'une prestation et pas simplement d'un lieu accessible. Alors, comment vous avez fait tout ça?
En fait, tout a commencé sur un projet d'établissement. En fait, à l'époque, les grands musées de la ville de Paris se lançaient dans des projets d'établissement, mais en fait sans finalité. Et à l'époque, on s'était battu avec l'ancienne directrice pour avoir un budget pour travailler sur un projet d'établissement. Et est arrivée la loi du 11 février 2005. Donc, tout était trouvé. C'était de lancer un projet d'établissement pour l'ensemble du personnel du musée, ayant pour objectif, quand même caché quand même, pour les agents, d'obtenir le premier label pour un musée municipal. Nous avons pu obtenir le budget. Et nous avons travaillé à peu près sur 6 mois avec l'ensemble du personnel en mode projet. Alors c'était un mode projet aussi surtout de changement d'attitude des agents, puisque comme vous avez pu le voir, la chose qui a été la plus importante, puisque l'hôtel Rohan-Guéménée date du XVIIe siècle, pendant un siècle, non, ce n'est pas moi. Pendant un siècle, il fallait vraiment enjamber pour rentrer au sein de la maison. Et par rapport à ce projet, mode projet, donc diagnostic, assemblée générale, enfin, je passe les détails. Ce sont les agents eux-mêmes qui ont décidé, mais il n'y a qu'une seule solution pour que le musée puisse accueillir une personne en fauteuil, c'était d'ouvrir tout simplement le porche. Bien sûr. Mais bon, c'est vrai que l'habitude, depuis un siècle, c'était comme ça. Et le changement d'étude a été primordial pour ce handicap au moteur. Alors là, vous l'avez vu, donc il a fallu au niveau des vitrines, au niveau de la présentation des œuvres, donc tout ça, ça a été important. Et le changement d'habitude a permis aussi de sensibiliser les agents à tous les types de handicap, puisque nous avons obtenu donc le premier label tourisme en handicap moteur en 2007. Donc ensuite, nous avons travaillé sur les autres labels, puisque ce qui était important sur ce projet, nous sommes partis de la méthodologie du label tourisme et handicap, parce qu'on n'était pas spécialiste, moi non plus, même si j'avais un proche de la famille qui était handicapé, donc un peu sensible à la question. Donc grâce à ce label, ça nous a donné quand même des objectifs. Le second label sur lequel on s'est positionné, c'est le label auditif, puisque à l'époque, donc personne ne connaissait la langue des signes. Donc, il a fallu 3 ans. J'ai 2 agents qui ont été volontaires, dont la première, Myriam Daoud, qui s'est investie pour apprendre la langue des signes. Et 3 ans durant lesquels il a fallu investir pour mettre effectivement des boucles magnétiques, des boucles inductibles portables, pour tout ce qui est audiophone, audio guide, pour permettre à la fois accueillir les personnes malentendantes et les personnes sourdes, avec une visite aussi en LSF sur iPad. Donc nous avons, au bout des 3 ans, nous avons obtenu le second label tourisme et handicap. Le troisième label sur lequel on s'est positionné, ça a été le label mental. Et à l'époque, je m'étais aperçu qu'en fait, en recherchant tout simplement sur Internet, que je ne trouvais pas de musée ayant réalisé un FALC. Donc, si vous voulez, donc la démarche qui a été la suivante, c'était tout de suite se rapprocher du comité régional du tourisme Île-de-France, qui est très investi sur le sujet. Très investi, très efficace. Donc, on a collaboré ensemble avec l'association des papillons blancs également, de personnes en situation de handicap. Et nous avons travaillé tous ensemble sur comment faire un facile à lire. Et comme vous avez pu le voir, donc ça a permis de créer un cahier de préconisation, comment faire un facile à lire. Donc, à partir de ce document, n'importe quelle institution, même entreprise, tout le monde peut faire un facile à lire. Depuis, il a dû être je pense qu'il a été amélioré. Donc, nous avons obtenu ce troisième label en 2012. Alors, sur le visuel, donc sciemment, je l'ai mis en dernière position parce que vous pouvez imaginer le visuel dans un musée, c'est quand même le plus difficile, puisque et c'est la raison d'être en même temps. Et oui, parce que les œuvres sur papier, si vous dépassez 50 lux, ça les abîme, et ça les détruit. Alors qu'il faut à peu près 300 lux, je crois, par rapport au passage et autres. J'ai la spécialiste à côté, donc c'était très très difficile. Donc finalement, pour obtenir ce label, donc on s'est battu pour avoir les budgets. On a refait tout l'éclairage de l'escalier d'honneur. Nous avons prévu aussi des plafonniers dans les collections permanentes. Donc en fait,
pour se mettre en compatibilité par rapport à ce handicap visuel, ça améliorait totalement la visite de tout le monde, puisqu'on a pu avoir un budget et avoir un éclairage spécifique dans les collections. Ah, mais ça, c'est un classique. Quand on traite le plus petit dénominateur commun, on apporte une réponse au plus grand nombre. C'est un classique. Alors, c'est vrai que depuis longtemps, déjà, on faisait du braille et du gros caractère, puisque bon, je dis toujours, à partir de 45 ans, si vous n'avez pas du gros caractère ou un cartel à 24-26, personne ne les voit. Hein, voilà. Donc ça, c'est un classique. Des choses qu'on peut faire aussi, même sans avoir beaucoup de budget, du gros caractère, ça peut être imprimé, hein, donc les textes de salle, ça peut être imprimé en 24-26 par exemple. Voilà. Donc, nous avons obtenu ce label en 2016, qui nous a permis d'obtenir le prix Patrimoine pour tous du ministère de la Culture. Donc, ça a été un grand honneur. Et une consécration. Une consécration pour vos équipes, pour votre direction, voire pour la ville qui avait fait le nécessaire pour que vous puissiez avancer. Tout à fait. Alors, tout à fait. Alors, la chose importante aussi, c'est que je dis toujours, comme tout à l'heure, je me repose sur le FMI, non pas l'institution, mais formation, mobilisation, insertion. Hein, la formation est essentielle. Si vous ne sensibilisez pas une équipe, ça ne fonctionnera pas. Et ça ne vaut pas que pour les équipes d'accueil, car trop souvent on a tendance à vouloir former les personnes à accueillir l'autre dans son étrangeté et sa différence, mais c'est aussi toutes les équipes de communication, c'est aussi toutes les équipes, j'allais dire, qui créent les expositions, c'est aussi eux qu'il faut former, non? Tout à fait, et je dirais peut-être davantage. Nous sommes bien d'accord. Hein, puisque même encore aujourd'hui, si vous voulez, si j'assiste pas à certaines réunions, il y a des choses qui passent sans qu'il y ait une petite censure. Oui, parce que les graphistes, c'est quand même terrible. Hein, les graphistes veulent toujours faire plus petit. Alors, mais à chaque exposition, et même parfois, bon, avec les marchés publics, etc., le même sur l'année, il faut se battre. Je dis, mais on a un mur comme ça, pourquoi faire un petit comme ça? Mais prenez tout le mur. Non, il y a cette tradition muséale de faire tout petit, parce que c'est très chic, c'est très beau, mais c'est pas du tout... Et on voit bien que, juste un exemple, si on est à ce point écartés les uns des autres, ce n'est pas du tout parce qu'on n'a pas envie d'être ensemble, hein. Soyons très clairs. C'est juste qu'on voulait vous montrer que le sous-titrage sert à quelque chose. D'abord, vous pouviez regarder le film sans avoir votre casque. Et donc, c'est aussi ça, ce réflexe qu'il faut acquérir systématiquement, c'est que tout objet présenté doit être pensé au bénéfice de n'importe qui et que celui-ci n'a pas à lever le doigt pour dire « et moi, comment je fais ?» Donc, vous voyez, c'est aussi ça qu'il faut acquérir, c'est d'avoir des supports systématiquement pensés pour tous. D'autant plus qu'on le sait aujourd'hui, beaucoup dans les entreprises, dans les transports, ne regardent pas forcément leur écran de travail, mais plutôt un autre écran. Et donc ça permet de regarder sans faire de bruit. Alors, j'avais un élément à rajouter qui est également essentiel, comme je disais, le FMI. L'insertion aussi a été pour le musée très important, dans le sens où maintenant, bon, le taux a diminué, mais à un moment donné, dans les années 2010, j'avais à peu près 20% d'agents de surveillance en situation de handicap. Et la responsable du vestiaire du musée, qui va bientôt nous quitter pour partir à la retraite, est un agent sourd. Donc, ce qui a posé un problème pendant le confinement, hein, avec les masques, vous pouvez l'imaginer. Mais les visiteurs ne se rendent pas compte, puisqu'elle lit sur les lèvres. Et elle est devenue, Maria, que j'ai recrutée personnellement, est devenue la mascotte du musée. Et tout le monde l'apprécie, elle est adorable, elle est tout ce que vous voulez. Elle a trouvé sa place. Elle a trouvé sa place. Parce que vous lui avez fait de la place. Oui, mais elle a soudé les équipes. Donc souvent, quand j'interviens, j'ai la notion de personne en situation de handicap soude les équipes. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites, Thierry, parce que c'est aussi le Festival d'Avignon fait la même réflexion. Le fait qu'il ait diversifié ses équipes d'accueil, eh bien, il a constaté que le public était beaucoup plus serein, car souvent, il est inquiet, il veut rentrer le premier, ceci, cela. Eh bien, ils ont constaté que la diversité des équipes d'accueil, en âge, en style, en apparence, en comportement, eh bien, avait considérablement impacté le bien-être du spectateur. Alors, tout à fait. Alors, moi, je dis toujours, c'est un peu particulier, j'ai une vision organique des équipes. Voilà, je sais pas, sciences politiques, tout ce qui est
les historiens politiques anglais du 17e, 18e, Europe, etc. C'était la notion d'État, hein, la notion d'État, d'organisme. Moi, je l'ai au niveau des équipes. Dès lors que vous faites très attention à ce que qui vous recrutez, si ça soit vraiment un équilibre total. Et en général, il n'y a pas de conflit. Et dans ma carrière, elle est bien avancée, j'ai tout fait pour qu'il n'y ait pas de conflit. Et les projets d'établissement, maintenant je peux le dire, m'ont évité d'avoir des conflits dans toutes les équipes que j'ai menées. Et donc, vous avez, tout à l'heure, vous parliez justement de la Covid, la période de la Covid. Vous avez justement conçu un livret dédié aux agents d'accueil et vous avez fait en sorte que également, vous avez intégré dans ce guide toutes les problématiques inhérentes à des crises sanitaires avec l'idée que il n'y en aura pas qu'une. Oui, alors en fait, le guide qui vous a été présenté a été créé en 2011, donc par création d'un comité de pilotage de différents secteurs. Comment accueillir les personnes en situation de handicap pour les agents de musée. Alors, l'originalité de ce guide, c'est que, je crois qu'il y avait une formulation à ce qui pouvait être repris par n'importe quelle institution, d'ailleurs, peut-être pour les conservatoires, pour une institution, pour une entreprise privée. Voilà, comment on accueille une personne en situation de handicap. En 2020, avec le Covid, alors je me suis dit, mais il faut peut-être aller plus loin, d'où la création de ce guide en interne, hein, tout ça, son budget, hein, on a demandé des volontaires et souvent on trouve des volontaires et toutes les associations sur lesquelles on peut vraiment compter participent et on a créé donc ce même guide avec un protocole spécifique de crise sanitaire par type de handicap. Très bien. Alors, tout cela évidemment, on ne peut que dire bravo. Quel est le constat à terme? Est-ce que ça a un impact sur la fréquentation? Est-ce que, on l'a vu, ça a un impact évidemment sur, on pourrait dire, vos collaborateurs? Ça les a mobilisés, unis et certainement a donné du sens supplémentaire à leur mission. Mais est-ce que vous voyez une fréquentation qui, elle aussi, se diversifie? Est-ce qu'il vous semble, par exemple, qu'une politique tarifaire, comme on le voit ici et là, tarif pour les personnes handicapées, est un tarif opportun? Est-ce que vous avez l'impression que aujourd'hui les gens ont de plus en plus accès à des solutions numériques avec les smartphones qui leur donnent plus d'autonomie? Quel est votre constat aujourd'hui, Thierry? Alors, au niveau des musées de la ville de Paris Musée, les collections sont gratuites et les expositions pour les personnes en situation de handicap et de leurs accompagnateurs sont gratuites. Donc la question se pose pas pour le tarif. Sur le numérique, non, mais c'est évident qu'on le voit d'ailleurs sur le salon, hein, le numérique est un atout important pour les personnes aveugles et malvoyantes et même pour d'autres personnes. Hein. Surtout même pour les personnes qui sourdes. Parce que il faut savoir quand même que les opérateurs téléphoniques ont l'obligation d'offrir 3 heures par mois à leurs clients, que ce soit Bouygues, SFR et autres, et qui fait que le client peut avoir une solution, que ce soit accès au Tadeo, Roger Voice, enfin il y en a d'autres, hein, qui fait que vous pouvez communiquer avec un interprète en langue des signes française à distance qui viendra traduire la parole. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions méconnues, car je vous vois tous noter, donc je pense méconnus, et je m'en réjouis si on vous informe, mais il y a cette solution-là qui permet, et j'allais dire Google Traducteur, qui permet de toutes les façons, éventuellement de transcrire la parole immédiatement sur le smartphone de l'autre. Alors le numérique, effectivement, donc nous avons une application récente qui s'appelle Elevity de la société Okea, qui permet une géolocalisation. Si vous avez un iPhone, peu importe, il y a toujours 2-3 mètres d'écart. Enfin, si un jour vous prenez un taxi, vous vous rendez compte qu'il vous attend dans la rue à côté. Donc là, vous avez des beacons qui ont été installés au sein des collections permanentes et dans tout le musée, qui vous permet vraiment de vous situer directement dans le musée, puis face à une œuvre. Donc ça va beaucoup plus loin que la géolocalisation, puisqu'il y a une description des salles et des œuvres. Alors, moi, je ne suis pas tout numérique. Hein. On a déjà eu une conversation. Absolument. Puisque ça dépend des âges. Ça dépend des usages. Il y a quand même 17-18%, je crois, de personnes qui n'utilisent pas ou qui ne savent pas utiliser le portable. Et j'entendais encore ce matin
on supprime les distributeurs de billets à la campagne, voilà, vous êtes au courant. Et les personnes âgées ne savent pas, certaines en province n'ont pas de carte de crédit, ne savent pas ou oublient leur code, et ça pose un véritablement problème. Sans compter que le défenseur des droits pointe les zones blanches en France où il n'y a aucun Internet. Oui, encore, donc, bien sûr. Qui n'est pas très loin de Paris encore. Mais il n'empêche quand même que nous voyons, j'entends qu'il y a toute une population aujourd'hui qui est entre les deux, entre tous ces sujets nouveaux, mais aussi avec son goût pour la culture. Et nous avons quand même toute une génération qui émerge, qui est très autonome de par ce fait. Oui. Et d'ailleurs, c'est aussi un point qu'il faut aborder en termes de communication, parce que fédérer les publics, parce que faire des choses formidables comme vous le faites, il faut aussi les faire venir, les gens. Tant qu'à faire, il faut aussi que quelqu'un en bénéficie. Oui. Et très souvent, les médiateurs vont vers le secteur associatif, qui n'est pas le seul partenaire de réussite aujourd'hui. On voit bien que les universités ont des missions handicap, que les comités d'entreprise peuvent aussi faire passer l'information vis-à-vis de leurs collaborateurs en situation de handicap. Le secteur associatif n'est plus le seul interlocuteur à même de fédérer. On voit bien qu'aujourd'hui, toutes ces personnes sont libres, autonomes, circulent, font du sport, vont à la piscine, vont à la bibliothèque, vont ailleurs. Donc, il ne faut plus les chercher uniquement là où on penserait qu'ils sont localisés, mais bien les chercher dans la cité et donc finalement s'intéresser à des usages communs. On est d'accord ? Tout à fait d'accord. Je m'en réjouis. Alors, Stéphanie, partage de solutions, puisqu'on a eu partage d'expérience, maintenant partage de solutions. Le slogan de la structure que vous représentez, c'est accompagner l'autonomie de savoir, d'action et d'innovation. En quelques mots, eh bien, je propose tout de suite qu'on regarde le film sur mon musée accessible. Comme vous pouvez le constater, nous passons à une deuxième étape de l'accessibilité. La première fois, nous avions le sous-titrage. Et maintenant, nous avons intégré le sous-titrage et la vocalisation, car évidemment, une personne qui ne voit pas passerait à côté du sous-titrage. Vous voyez, donc, bravo pour la démonstration. Ça peut paraître un peu lourd, hein, pour si j'ose dire, le visionneur lambda. Mais il est évident que ça questionne. Les cartes de visite sont en braille, par exemple, vous voyez. Alors, je ne fréquente pas beaucoup d'aveugles, mais je fréquente beaucoup de gens qui ne savent pas voir les choses dans leur absolu. Donc, ça leur permet de prendre conscience. C'est toutes ces choses-là aussi. L'accessibilité passe par la sensibilisation et la prise de conscience, l'interpellation de l'intelligence et non pas de l'émotion. Ça, c'est ça qui me semble le plus grand progrès pour aller vers le commun. Alors, cette formation... Alors, c'est parti d'une idée un peu folle qu'on pouvait faire un e-learning gratuit pour les musées, parce que moi, ça fait à peu près 30 ans que je suis dans le milieu du handicap.
Je t'ai connu, Pascal, j'étais au théâtre de Chaillot à l'époque pour Accès Culture. Après, j'ai eu la chance de monter Action Handicap France avec d'autres personnes que j'avais connues, qui sont des formateurs en situation de handicap. Et c'est vrai que cette idée-là, on l'avait depuis longtemps, mais ça coûte, comme vous pouvez le penser, assez cher de monter un e-learning et surtout de pouvoir l'offrir à 2000 musées. On s'était rendu compte que sur les 8000 musées en France, 37% seulement étaient sensibilisés ou formés au handicap au niveau du personnel. Donc, il y avait encore un gap, parce que, comme l'a dit Thierry, ce qui est important, c'est de former, de sensibiliser les gens, le personnel, mais aussi la médiation, la direction, voilà. Et on voulait vraiment quelque chose de complet. Aujourd'hui, c'est à peu près 7 heures de quiz, témoignages, jeux, voilà, pour essayer d'avoir 8 modules avec un tronc commun qui est introduction au handicap et un tronc qui est introduction à l'accessibilité. Et puis après, si vous êtes médiateur, il y a aussi un module supplémentaire. Si vous êtes dans la sécurité, il y a un autre module. Voilà, ça va s'affiner comme ça. Et le parcours complet dure à peu près 7 heures. Voilà, il a été vraiment pensé et travaillé avec des grands musées comme le MUSEM, le parc d'Alésia. Enfin, vous avez vu un peu voilà, toutes les personnes qui nous ont accompagnés. C'est quand même 2 ans et demi de projet avec une réunion par semaine, Make.org qui a soutenu ce projet, OBA qui a soutenu la plateforme. On a eu une petite désillusion puisqu'on s'est aperçu qu'au bout d'1 an, la plateforme n'était pas accessible aux personnes déficientes visuelles. Et ça, nous, c'était vraiment dans notre ADN avec nos valeurs et on voulait vraiment que si une personne était employée par un musée, elle puisse avoir accès à ce e-learning, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc voilà, donc on est assez fiers de ça avec Annette Masson qui est la présidente de Tourisme Handicap. Voilà, on a travaillé ensemble sur ce beau projet depuis 2 ans et demi. Voilà. Et ça permet aussi d'être complémentaire. Par exemple, nous, on a formé 13 000 personnes en présentiel depuis 13 ans avec Action Handicap France. Mais ça permet vraiment d'avoir un produit. En plus, avec l'histoire du Covid, tout ça, les gens ont besoin aussi de visio aujourd'hui. Et puis, ça permet également à toutes ces entreprises culturelles, parce que c'est quand même des entreprises, des employeurs, qui n'ont pas forcément un personnel permanent, car ce sont souvent ou des vacataires qui viennent 2 heures, qui vont venir 3 heures, qui fait que c'est difficile de les mobiliser, sauf à les payer en plus, ce qui n'est pas toujours possible, ce qui veut dire par voie de fait que là, chacun peut à son rythme, chez lui, sur son lieu de travail. Mais c'est donc, finalement, tout à l'heure, on parlait du numérique. Je lisais quelque chose qui est que 84% des personnes en situation de handicap, s'entend, utilisent un smartphone et un outil numérique. Donc, on est clairement dans une solution numérique, somme toute. Et donc, on voit bien qu'on est face à une nouvelle génération qui s'en empare plus facilement. Oui, et puis c'est vrai que c'est plus facile aussi d'avoir un outil complémentaire comme ça. Par contre, je pense que ce qui est important aussi, c'est des fois aussi d'avoir des formations en présentiel où il va y avoir des mises en situation. Nous, nos formateurs, ils vont pouvoir témoigner aussi, répondre à toutes les questions inimaginables. Voilà, c'est un vrai plus. Mais l'accessibilité n'empêche pas le geste humain. De toutes les façons, donc il y aura toujours besoin de ce moment partagé humain. C'est ça, tout à fait. Tu m'as fait rebondir sur un truc et hop, tu m'as perdu là. Alors, je parlais combien le numérique dans cette nouvelle génération était opportun. D'abord parce qu'ils peuvent le faire chez eux, ils peuvent le faire dans les transports, ils peuvent le faire n'importe où. Le numérique est quand même une solution aujourd'hui qui apporte beaucoup de réponses. À condition que l'accessibilité numérique soit au top. On voit encore aujourd'hui, nous on fait des audits quand on fait des formations pour des musées ou pour des structures culturelles, où on s'aperçoit que par exemple le formulaire de contact, on ne peut pas l'envoyer si on est une personne déficiente visuelle, qu'on a une synthèse vocale, parce qu'il y a un captcha visuel. Aujourd'hui, on est encore sur des choses comme ça. On a on s'est aperçu qu'il y avait un retour en arrière au niveau des cahiers des charges des musées, où l'accessibilité n'était pas toujours bien maîtrisée. Et puis, il y a un souci, j'imagine, en tout cas, j'en ai eu l'expérience, qui est que les prestataires nous promettent toujours monts et merveilles. Donc,
on n'a aucune raison, évidemment, de douter du prestataire, si ce n'est qu'une fois que le service est en place, on a toujours 1 ou 2 visiteurs, 1 ou 2 clients, 1 ou 2 usagers qui lèvent le doigt, qui dit mais c'est une blague. Ça n'est pas du tout accessible. Donc c'est très difficile de savoir à qui faut-il s'adresser. Je pense que les gens sont de bonne volonté au départ. Oui, Ils sont pas sûrement. sachants, on peut pas être expert dans tous les métiers. Moi, et on fait confiance. Et on fait confiance. Et je pense que ça, voilà, c'est une vraie réalité. Il faut plutôt essayer de s'approcher des experts, des gens reconnus qui ont travaillé depuis longtemps sur le sujet. La FNOR a mis en place une norme pour un numérique inclusif. Donc ça peut être intéressant peut-être aussi de s'en emparer, Facility a contribué et d'autres, dont moi d'ailleurs, pour audience. Mais ça peut être intéressant parce que ça peut permettre également de situer le prestataire dans un cahier des charges pour dire voilà, ça, on veut le label à l'arrivée. Par exemple, ça peut être un prérequis. Dans le cadre de la marque Tourisme et Handicap, on a fait des fiches de communication que vous trouvez sur le site de la marque Tourisme et Handicap qui sont bien faites, soit des prestataires membres sur qui on peut s'appuyer, mais des fiches communication, notamment pour tout ce qui est site internet, web, savoir poser les bonnes questions. Donc ça, c'est des ressources qui sont importantes et on peut trouver ces ressources sur le site Tourisme et Handicap. La diversité des profils, on en a parlé tout à l'heure, ça a une influence sur les spectateurs, les usagers, les visiteurs, mais ça a aussi une influence sur les collaborateurs en place, cette diversité. Peut-être l'avez-vous constaté, Thierry, mais c'est un sujet qu'on a abordé ensemble avec Stéphanie, qui est que ça a généré aussi un certain nombre de révélations spontanées de la part de collaborateurs qui ne s'étaient jamais exprimés sur leur réalité de santé ou de handicap et qui, là, ont trouvé opportun de le partager. Oui, on le voit vraiment, nous, même dans les formations présentielles, il y a encore une dizaine d'années, les gens n'osaient pas dire qu'ils étaient RQTH, reconnaissance qualité travaillant handicapé. Aujourd'hui, on le voit, alors ils venaient à un moment donné à la pause en me disant oui, moi ma sœur est bipolaire, je ne savais pas que c'était un handicap. Enfin, il y avait quand même pas mal de choses comme ça non dites. Aujourd'hui, il y en a qui profitent de ces formations handicap ou accessibilité pour justement en parler au collectif. Donc moi je trouve ça intéressant parce que c'est une libération de la parole. Absolument. Et puis pour conclure notre échange, une priorité, c'est la formation des directions. Alors oui, on a souvent ce constat, puisque c'est souvent des agents au niveau voilà, de l'accueil face à face. Et qui sont en réalité en relation avec le réel. C'est ça, on avait oublié même à Paris Musée, puisque nous on a la chance de former depuis 7 ans toutes les équipes de Paris Musée, les 14 musées de la ville de Paris. Les gens qui faisaient la billetterie n'étaient pas du coup dans le plan de formation. Alors, on a dit peut-être que ça serait bien de les mettre. Voilà, aujourd'hui il y a un peu de médiation, communication. Voilà, et les gens, les agents d'accueil nous disent nous, cette formation-là, elle est super, mais il faudrait que ça soit la direction qui vienne. Voilà, on leur dit faites remonter, on va voir. Ce qui est intéressant, c'est que dans le secteur privé, dans les entreprises, on commence toujours par le haut, et que peut-être dans la collectivité, on commence par le bas. Donc peut-être qu'il faudrait commencer par le milieu. Comme ça, on arriverait à descendre et monter à égalité. Merci beaucoup, Stéphanie. Je vais également peut-être vous parler d'un autre versant qui, dans les structures muséales, on en a parlé encore tout à l'heure avec un chorégraphe sur la conférence qui avait lieu avant nous. Donc ça veut dire en conséquence que de plus en plus des performances, des actions artistiques sont organisées dans les lieux d'exposition et en tout cas de partage d'art. Donc je suis Pascal Parsal, expert du Vivre Ensemble pour le groupe Audience. Le groupe Audience étant le groupe de protection sociale des professionnels de la culture, de la communication et des médias. Et nous avons une forte mobilisation sur le sujet de l'accessibilité par rapport à nos professionnels, car dans vos visiteurs, il y a aussi nos professionnels, à savoir un costumier qui viendra voir une peinture, à savoir un perruquier qui viendra voir comment, qui viendra observer pour les décors, pour plein de choses. Il est évident que les musées sont des mines d'or pour nos métiers. Donc quand on ne peut pas accéder aux œuvres et qu'on est professionnel de nos environnements, c'est un peu compliqué pour suivre et voire même proposer.
À ce titre-là, on a mis en place des fiches métiers parce que vous avez aussi du recrutement. Donc, on a mis en place des fiches métiers agents d'accueil, agents de billetterie, agents de restauration, et c'est valable à tous les secteurs d'activité. Nous, on l'a fait pour les festivals et les lieux de culture, mais vous êtes aussi des lieux de culture, vous pouvez tout à fait les consulter. Et dedans, nous avons intégré la réalité et les problématiques de handicap, évidemment. Nous avons également mis en place un registre public d'accessibilité qui, je le rappelle, vous le savez tous, évidemment, excusez-moi de le redire, registre donc obligatoire depuis octobre 2017. Quand j'en parle à certains lieux de culture, ils s'étonnent et cherchent partout et n'ont pas trouvé. Donc, je vous invite à observer dans vos lieux que c'est bien disponible et à l'accueil, mais aussi sur Internet, car il est ballot que la personne arrive sur place pour se rendre compte qu'elle aurait mieux fait de pas venir puisque rien ne lui est accessible. Donc, il vaut mieux anticiper toujours. C'est ce qu'on appelle là aussi de la conception universelle. Et puis, il y a également une chose que nous avons mise en place qui est la plateforme Culture Accessible, qui permet à des entreprises qui ont créé des solutions, je crois que tu es référencé dessus, Stéphanie, qui permet aux entreprises de nos secteurs de trouver des solutions numériques pour mieux communiquer, mieux accueillir et mieux permettre l'accès aux œuvres. Car il y a là aussi des solutions. Et puis, un dernier point que je voulais soulever auprès de vous, qui est que vos achats peuvent aussi être des achats qui sous-traitent avec le secteur protégé et adapté. Tant qu'à faire avoir une démarche, autant avoir une démarche absolue. Et de faire aussi que vos prestataires vous assurent que leurs collaborateurs mis à disposition sur telle ou telle action soient eux-mêmes maîtres du sujet. Voilà, c'est vraiment de pousser l'objet très loin puisque vous dépendez souvent des conseils de vos prestataires et ça veut dire par voie de fait qu'il faut aussi les mobiliser pour qu'ils honorent votre ambition, voire vos obligations, mais on est plus souvent dans une ambition. Alors, je reviens au point de départ de mon sujet qui était que si vous avez des perspectives d'accueil de techniciens ou d'artistes interprètes, n'hésitez pas à revenir vers moi puisque Audience développe la mission handicap du spectacle vivant et enregistré et plutôt parfois que de faire appel à une association, pensez à tous ces artistes et techniciens qui ont, comme tous les artistes et techniciens, besoin de travailler et donc prévoyez que ça aussi vaut une mobilisation tant d'énergie mais aussi de moyens et peut-être donc de mise en réseau pour que vous puissiez les accueillir. Voilà en quelques lignes et je vous propose de regarder un film d'animation qu'Audience a conçu qui vous permettra de revoir un peu en conclusion de nos échanges toutes les étapes à satisfaire. Mesdames, Messieurs, bon visionnage.
Avez-vous des questions? Nous sommes à votre écoute, prêts à répondre. Avez-vous entrevu quelque chose qui vient en plus de ce que vous aviez déjà fait? Est-ce que vous retrouvez ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez des perspectives de tout ce qu'il reste à faire? Comment ça se passe? Est-ce que vous allez demander la marque d'État de tourisme et handicap pour votre musée? Elle est gratuite? Oui. Alors, comment ça se passe, Yann, pour le micro? Il y en a un qui circule ou nous devons l'apporter nous-mêmes? Comment ça se passe? Bonjour. Merci beaucoup. Laetitia Pouilly, je travaille au musée d'Orsay et de l'Orangerie. Et la question que j'avais, c'était que nous, on a, donc en plus de la conception d'une offre accessible sur laquelle on travaille, on a la difficulté de communiquer sur ce qu'on fait déjà de bien, et il y a déjà plein de choses qu'on fait bien. Et en fait, trouver les bons canaux, les bons mots, voilà, la bonne manière. Où sont-ils? C'est ça. C'est ma question. J'entends. C'est un peu celle que nous avons abordée tout à l'heure, qui est que effectivement, c'est le sujet que je discutais avec Langue Turquoise, qui d'ailleurs a réalisé beaucoup de choses, qui est là-bas, qui a un stand et qui est une entreprise de l'audiovisuel qui ne travaille qu'avec des professionnels sourds, qui d'ailleurs réalise beaucoup de vignettes de langue des signes française et entre autres celle de la Maison Victor Hugo, mais aussi celle d'Audience. Force est de constater que on nous a annoncé un public qui était sur les dents et impatient d'accéder à la culture. Et on se dit qu'on a fait beaucoup de choses, mais somme toute, il manque un élément, c'est eux. On est d'accord? Alors, vous, comment vous faites, Thierry ou Stéphanie, pour aborder ce sujet? Vous le traitez, vous, éventuellement, vous le conseillez, vous l'abordez. Comment ça se passe? Alors, si je peux juste répondre, parce que Musée d'Orsay, on a fait un audit notamment pour l'OTCP, l'Office du tourisme de Paris l'année dernière, dans le cadre des livrets d'accessibilité qui vont être mis en ligne après sur du coup le site internet. Et ça, c'est très important pour les personnes puisqu'il y a pas mal d'informations dedans, qu'on soit en situation de handicap ou le registre, famille. Alors, c'est pas un registre, c'est vraiment un livret d'accessibilité qui se base sur des critères qui sont un peu comme les critères, les 300 critères de tourisme et handicap. Là, c'est un peu différent, mais ça ressort un livret et du coup, après, on peut voir des photos, on peut voir la largeur des portes. Enfin, voilà, il y a toutes les informations nécessaires. Ces livrets-là vont être en ligne pour permettre aux personnes en situation de handicap de savoir que dans tel musée, il y a telle accessibilité. Ça marche aussi pour les hôtels, ça marche pour les restaurants. Il y en a eu à peu près 300 l'année dernière, de fait, sur Paris. Il va y en avoir encore 400 cette année. Donc voilà, ça va permettre vraiment aux visiteurs étrangers ou français de savoir où ils vont mettre les pieds, entre guillemets. Parce qu'on est quand même face à un public qui s'est construit sur un déni de sa réalité et de ses besoins. Donc, qui s'est organisé autour d'une offre qui ne lui était pas accessible, voire même qui ne lui montrait pas de signes d'accueil et d'incitation. Donc, on a aussi une forte population qui s'est habituée à ne pas aller vers ce genre d'informations. Donc, il y a aussi tout un travail à faire de réconciliation, si j'ose dire, pour faire en sorte qu'ils reviennent à cet endroit pour accéder à cette information. Le problème, c'est la recherche, parce que les personnes en situation de handicap qui vont venir dans vos musées ou ailleurs, elles s'organisent. Elles vont jamais se dire « Tiens, ce matin, j'ai envie d'aller à Orsay ». Voilà, donc elles vont s'organiser et c'est important d'avoir une information fiable, ce qui est le cas dans la marque Tourisme Handicap qui a été vérifiée notamment par des binômes du tourisme et en situation de handicap, ce qui n'est pas le cas des fois des plateformes qui vont, je ne vais pas donner de nom, mais qui sont sur du déclaratif. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Nous sommes d'accord. Et les personnes essayent d'appeler souvent les lieux et aujourd'hui il n'y a plus de téléphone, donc c'est un peu compliqué. Et alors à quand un label culture handicap? Je te conseille de le créer, ça serait une bonne Non, parce idée. qu'au demeurant, le tourisme, les musées ne se sentent pas forcément des lieux de tourisme, mais des lieux de culture. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. Hein? Thierry, comment ça se passe la communication? Alors, donc, il y a les vignettes LSF.
Comment? Il y a les vignettes LSF qui présentent les salles, qui présentent beaucoup de choses chez vous. Oui, tout à fait. Alors la communication aussi par rapport à l'extérieur. Bon, effectivement, bon, la belle tourisme et handicap. Effectivement, j'y pensais Qui est une effectivement. marque d'État maintenant. Qui est une marque d'État, tout à fait. Il y a d'autres sites effectivement. Bon bah. Tu as dit la vérité, effectivement, c'est déclaratif, donc on peut dire que c'est accessible si ça ne l'est pas. Hein. Après, je rencontre beaucoup de gens qui ne sont pas malhonnêtes, mais qui ne savent pas et qui pensent que simplement parce qu'ils ont des sanitaires accessibles, ils ont fait un grand pas dans l'accessibilité. Oui, encore faut-il qu'ils soient vraiment véritablement accessibles. Oui, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait une alarme lumineuse pour les personnes sourdes et que ça, c'est souvent passé à la trappe. Exactement. Entre autres. Est-ce que nous avons répondu à votre question? Mais n'oubliez pas qu'il y a les universités auxquelles on ne pense pas avec une mission handicap, les entreprises qui ont des missions handicap, les comités d'entreprise qui peuvent aussi être des partenaires de réussite. L'idée n'est pas de dire non au secteur associatif, mais l'idée est d'intégrer que comme la société évolue, on ne peut plus s'appuyer sur eux seuls. Voilà. Moi, je pense que c'est un travail de fourmi, de toute façon. Si vous êtes responsable des publics, c'est du temps complet, hein, de s'occuper de l'accessibilité ou du handicap, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est aller vers voilà toutes ces sources des fois de communication. Mais ça et les réseaux sociaux qui sont des alliés aujourd'hui, parce que nous avons beaucoup de profils qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Donc c'est là aussi, il y a peut-être quelque chose à observer, mais c'est vrai aussi que d'envoyer des signaux genre présentation de votre saison avec une vignette en langue des signes française sous-titrée et vocalisée fait que vous avez un outil transversal beaucoup plus simple, n'est-ce pas, et plus efficace. Une autre question? Oui, bonjour. Je voulais rebondir. Je suis Isabelle Chin, je travaille également au musée d'Orsay et je suis responsable de l'accessibilité numérique. Et donc justement, on cherche à développer cette communication, notamment auprès des réseaux sociaux. Et je voulais savoir si vous connaissiez des communautés ou des sites dédiés pour les 4 types de handicap. Alors, il y a beaucoup. De toutes les façons, c'est le principe des réseaux sociaux, c'est de créer des communautés. Donc, au demeurant, il y en a beaucoup plus qu'on en voudrait. Il est évident que selon les typologies de handicap, vous avez beaucoup de regroupements par centre d'intérêt, culture, innovation et autres. Donc, j'allais dire, tapez les mots, vous allez voir tout ce qui va sortir au demeurant. Mais je ne vous apprends rien, je pense. Et puis, il y a aussi peut-être des endroits, je pense le Conseil national consultatif des personnes handicapées, sa commission culture, qui peut se faire le relais de votre information auprès des associations membres et donc de fait partenaires. Là aussi, comme je l'ai dit, de regarder tous ces endroits. Moi, j'ai toujours communiqué vers le public qui voit. Toujours. Pourquoi? Parce que celui-là sort et celui-là voit. Ce qui veut dire que celui-là peut être mon ambassadeur auprès de celui qui ne regarde plus ces informations. Dans vos programmes, il est très fréquent que le sujet du handicap soit traité un peu à la fin du programme. Affirmez votre volonté. Première page. C'est un sujet qui ne peut plus être éventuel. C'est un sujet qui est très présent. Vous me dites oui, mais je m'adresse également à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est une vraie démarche. Je le vois, j'accompagne le Festival d'Avignon qui n'a rien à voir avec un musée, mais qui a la même problématique, évidemment, de fédérer le public. Et on voit bien que le nombre d'usagers, de spectateurs qui font appel à, comment dirais-je, les services d'information et autres est en constante augmentation. Et un point qui n'est jamais entrevu et que je vous partage, qui est que vous avez là une vraie marque employeur. Parce que vos publics, usagers, visiteurs, sont de potentiels collaborateurs. Ce qui veut dire, et on le voit au Festival d'Avignon par exemple, ils ont multiplié par 2 chaque année, par 2% chaque année, le nombre de personnel en situation de handicap. Donc n'oubliez pas que vous êtes aussi une entreprise
vous n'êtes pas que voué à accueillir des personnes, vous êtes aussi voué à gérer des collaborateurs. Non, mais on en a tout à fait conscience. Et en plus, comme vous savez, une entreprise doit avoir 6% de sa masse salariale. Donc, nous, on a vraiment une politique RH et on a eu beaucoup de labels anti-discrimination, tout ça, et des formations obligatoires contre les violences sexuelles, des choses comme ça. Donc, je cherche pas à mettre de la pommade sur le musée d'Orsay, mais franchement, on est assez top là-dessus. Ils font du bon boulot. Ouais. Je suis très content parce qu'Audience aussi, ils sont à 12%. Donc, vous voyez, c'est extrêmement rare pour ne pas être nommé. On arrive au terme de notre rencontre, mais à vous de prendre nos contacts, parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Donc, on a tous les espoirs de la Terre. En tout cas, je voulais juste vous dire infiniment merci pour ce que vous faites et pour ce que vous avez partagé. Vous dire à vous merci de vous intéresser au sujet et de vous rappeler que nous sommes tous mobilisés sur un très grand événement qui aura lieu en 2024 en France, autrement dit les Jeux Olympiques. Alors peut-être que nous pourrions ambitionner de monter sur la plus haute marche du podium en termes d'accueil, à égalité d'accès, d'usage et de qualité. Excellente continuation. Merci beaucoup. Merci Pascal. Merci Pascal.